informations que nous ouvrons avec la situation sécuritaire, c'est un front d'insécurité de moins pour notre pays. En effet, le dernier groupe de rebelles nigériens, l'Union des forces patriotiques pour la refondation de la République, a décidé, après une rencontre avec le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, de déposer les armes. Le président de ce ex-groupe rebelle, Mahmoud Salah, a donné les contours de cette reddition et les perspectives qui s'offrent désormais pour lui et ses camarades. C'était il y a quelques heures, ici même à Niamey, à l'occasion d'une conférence de presse animée devant la presse nationale et internationale, résumée ici par Abdelaziz Mahmoud. L'Union des forces patriotiques pour la refondation de la République, front politico-militaire, décide de déposer les armes. Les raisons, c'est son président Mahmoud Salah qui les étale ici. C'est vrai, ils ont la responsabilité de lutter contre la corruption. On ne les dédouane pas, hein? Mais est-ce qu'en prenant les armes, c'était la meilleure solution? Nous pouvons justement solliciter un médiateur international. Non. Nous considérons que c'est une affaire nigéro-nigérienne. On parle directement, on s'attend et puis on fait la paix et travaille ensemble. C'est ça notre objectif. Des interrogations sur les ambitions de ce front après avoir opté pour la paix, l'Union des forces patriotiques pour la refondation de la République répond. Le Niger, c'est jusqu'à Tomou. Et de Tomou jusqu'à Daoutumi, ça fait pratiquement 250 km, des terres fertiles et arables où l'eau est à moins de 2 mètres. Et pourquoi nous, si nous disposons de terrains comme ça, on ne fera pas chaque fois, nous disons que nous avons fait, nous partons de commander les gens, et la communauté internationale, l'aide au développement, c'est des choses comme ça qu'il faut continuer. Plusieurs autres questions ont retenu l'attention de Mahmoud Salah et ses camarades, notamment l'ingérence dans les affaires courantes du Niger. Quand on nous dit, par exemple, combien d'enfants une femme nigérienne doit avoir, c'est pas de l'ingérence, vous pensez? Nous ne sommes que 22 millions, je crois. Ça, c'est de l'ingérence. Même si nos hommes politiques, pour certaines considérations, n'arrivent pas à s'exprimer par rapport à certaines choses, nous n'avons pas voilà, garder le silence par rapport à ça. On doit arrêter de nous dicter ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger. Pour rappel, ce front politico-militaire a été créé en 2019 dans le but de dénoncer certaines pratiques telles que la gabégie, la corruption, le détournement des deniers publics, l'injustice, la mauvaise gouvernance selon les responsables. La remise officielle des armes consacrant leur retour à la maison est prévue dans un mois à Dirkou. Autre aspect de ce journal, avec la présidence vendredi dernier par le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire d'un atelier portant sur la présentation des textes normatifs et organisation de l'Assemblée générale de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. L'objectif recherché à travers l'organisation de cette rencontre est d'approuver les 10 textes, identifier et valider les instances de gouvernance et assurer la communication externe sur la reconnaissance officielle de DES ICI Niger. Retrouvons Abdelaziz Mahamadou et Luc Oga pour le résumé de l'ouverture de cet atelier. Les premières assises nationales pour l'amélioration de la performance des ONG et associations du Niger, au nombre de 3741, tenues en novembre 2022, ont formulé plusieurs recommandations, dont entre autres la création d'un cadre juridique spécial aux ONG, leur modernisation dans la gestion, la promotion de la bonne gouvernance et la redevabilité dans le dit secteur. C'est pour se conformer à ces exigences que se tient ce présent atelier de présentation des textes normatifs de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. C'est dans cet esprit que la plateforme a sollicité cet appui dont je vous ai parlé auprès de la GIZ à travers le financement de la coopération suisse, qui ont bien voulu mettre à notre disposition des experts avec qui nous avons inlassablement travaillé pour la refonte de notre structure en la dotant de tous les textes normatifs conformément au nouveau décret ou aux nouvelles orientations des assises. Le ministère de la Santé publique accorde une place de choix à la participation de la société civile et de la communauté dans l'appui accompagnement des interventions de lutte contre les maladies, mais aussi et surtout la veille citoyenne pour favoriser les offres de services de soins. Pour le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, la plateforme des ICI Niger est depuis ces dernières années le cadre idéal qui offre un espace d'échange pour renforcer le partenariat entre le ministère et les organisations de la société civile
actives dans le secteur de la santé. La restructuration de la plateforme des ICI, conformément aux orientations du gouvernement, permettra sans nul doute de renforcer et d'orienter les actions de la société civile dans sa contribution à la mise en œuvre des interventions de lutte contre les maladies, mais aussi la mobilisation des ressources additionnelles pour combler les gaps. Ce présent atelier a pour objectif la validation des textes normatifs nécessaires pour la reconnaissance juridique du DES ICI Niger et des instances de gouvernance. Le conseil que je voudrais prodiguer à la plateforme au moment où vous vous apprêtez à migrer vers une vie institutionnelle formelle consiste à vous encourager à 1. Observer les règles de démocratie et de transparence associative à travers, entre autres, le respect de procédures internes et légales d'adoption et de publication de programmes et de rapports d'activité, ainsi que les états financiers certifiés. Assurer la régularité en matière de réunion de vos instances de gouvernance. Respecter les limites temporelles convenues dans le texte dans l'exercice des mandats des instances élues. Et enfin, assurer la régularité de la communication prévue en termes de promotion des partenariats avec l'État, les collectivités territoriales et les organisations à la base. Par l'organisation de cette rencontre, la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne entend poursuivre sa ligne directrice, celle d'accompagner l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques, des stratégies et programmes de développement reconnus de tout temps au Niger. La journée nationale de la femme nigérienne a été célébrée hier samedi 13 mai 2023. C'est la 32e édition, occasion pour les femmes nigériennes pour organiser des manifestations de réjouissance, mais aussi de rencontres, des échanges, des actions caritatives et sociales, portant aussi sur le bilan, sur l'amélioration de la condition de la femme nigérienne. Dans ce sujet, signé Sidi Kouharouna, justement, il revient sur ce qui a fondamentalement changé pour la femme nigérienne depuis la marche historique de 1991. On suit son sujet. 13 mai 1991, 13 mai 2023. Hier, jour pour jour, les femmes nigériennes ont célébré la 32e édition de la journée nationale qui leur a été dédiée dans notre pays. C'est un rappel, c'est en 1992 que cette journée a été instituée, un an seulement après la marche historique des femmes nigériennes qui lui a donné naissance. Une marche historique pleine de symboles, en ce sens que, partant des revendications pour une juste représentation de la gente féminine dans la commission préparatoire de la conférence nationale, les femmes nigériennes ont réussi à extérioriser et à faire jour leur désir pour plus de considération, d'inclusion, de liberté et de démocratie dans notre pays. La marche historique du 13 mai a surtout permis de libérer la voix féminine, de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que la femme nigérienne est aussi une actrice qui peut exceller au même titre que les hommes dans les domaines que ces derniers considèrent comme étant leur chasse gardée, la politique en l'occurrence. Il convient de le noter, pendant très longtemps, la femme nigérienne avait été mise à l'écart de la chose politique malgré l'existence d'associations répondant à leur nom. Cela a été le cas durant la période post-indépendance. Et cela s'est poursuivi tout au long du régime d'exception et même durant la période dite de la décrispation. La sortie historique du 13 mai 1991, portée par des femmes de valeur à l'image de Mme Benbello, de Mme Bari Bibatanyandou, de Mme Bayar Gamachi, a réussi à faire reculer la commission préparatoire de la conférence nationale qui depuis a reconsidéré sa position. Elle a surtout permis de faire de la femme nigérienne une actrice à part entière sur la scène politique de notre pays. Plus tard, en termes d'acquis, il convient aussi de noter que le Parlement nigérien a rehaussé le quota des femmes de 15 à 25% pour les fonctions électives et de 25 à 30% pour les fonctions nominatives, ce qui, de toute évidence, représente un grand bond dans le sens de leur participation dans les instances de décision. Aujourd'hui, 32 ans après, cette marche historique
La question qui se pose est celle de savoir ce qui reste véritablement de ces acquis. Il convient de signaler que même si des avancées ont été obtenues, il faut reconnaître que de l'esprit du mouvement du 13 mai 1991, il n'en reste pas grand-chose. En effet, relativement à leur représentation dans les instances de décision, l'on note que dans les faits, toutes les promesses n'ont pas été tenues ou suivies des faits. S'agissant de leur participation à l'édifice démocratique, l'on constate une certaine démobilisation. La combativité, bien connue à certaines femmes, a été phagocytée par les pesanteurs sociales tirées de plus en plus par l'influence grandissante de l'islam au sein de la société. Les activités commémoratives de la Journée nationale de la femme nigérienne se poursuivent avec ce dimanche cette double action menée par les femmes de la Commission nationale des droits humains, la CNDH du Niger. Elles ont d'abord procédé dans la matinée à une cérémonie de remise de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, avant de se rendre au niveau de la maison d'arrêt de Niamey où elles ont partagé une partie de cette journée avec les femmes détenues de la prison civile de Niamey. On fait le point dans ce sujet signé Reina Moussa. Pour donner un cachet particulier à la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, les femmes de la Commission nationale des droits humains, CNDH, conduites par sa vice-présidente Mme Kako, se sont rendues tôt en cette matinée du 14 mai au Centre national de transfusion sanguine CNTS. Ici, elles ont procédé à un don de sang afin de sauver des vies. Puis la délégation des femmes CNDH s'est rendue à la prison civile de Niamey pour être aux côtés des femmes détenues. La vice-présidente s'est longuement entretenue avec elle sur les péripéties ayant conduit à l'institution d'une telle journée. Le personnel de la Commission nationale des droits humains s'est mobilisé autour pour aussi marquer leur pas, accompagner donc la Journée nationale de la femme, la 32e édition. Je profite de l'occasion d'abord pour remercier les organisatrices de cette activité. Donc la première activité a été tenue au centre de santé de transfusion sanguine où vous avez vu les braves femmes, j'ai dit c'est des femmes qui ont donné leur sang. Et ce sang-là, c'est pour sauver des vies. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, nous avons des accidentés, des femmes donnant la vie qui meurent sur la table de maternité. Donc dont le sang-là peut servir. Et la Commission nationale des droits humains fait la promotion des droits humains et la protection aussi de ces droits. Ce qui veut dire que le choix d'aller vers ce centre pour donner le sang n'est pas fortuit. Et ça nous a conduit aussi à être regardants vers la maison d'arrêt de Niamey pour venir aussi fêter cette journée avec les femmes détenues qui sont des femmes en détresse. Parce que ce sont des femmes privées de leur liberté et abandonnées à elles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons choisi d'être ensemble avec eux. Pour remercier monsieur le régisseur qui est là avec nous, qui n'a ménagé aucun effort par rapport aux efforts fournis. Parce que vous avez visité vraiment et nous avons constaté qu'il y a les meilleures conditions au niveau surtout de la maison d'arrêt côté femmes. Il y a les conditions de vie et on a échangé avec les femmes aussi qui ont félicité ce régisseur-là par rapport au travail qu'il fait. Madame Kako Fatouma a aussi formulé le vœu pour que les juges aient un œil regardant vis-à-vis de ces femmes détenues. Le quartier des femmes de la prison civile de Niamey a une capacité d'accueil de 45 places. La célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne par la délégation des femmes de la Commission nationale des droits humains CNDH aux côtés de ces femmes incarcérées a été marquée par un échange avec l'administration pénitentiaire, une visite guidée des cellules du centre suivie d'une restauration. Dans le cadre de la célébration toujours de la Journée nationale de la femme nigérienne édition 2023, nous proposons une série de reportages. Les deux
premier numéro, série de portraits plutôt. Les deux premiers numéros que vous allez suivre dans quelques instants portent sur les femmes qui travaillent dans le secteur de la construction, du bâtiment et travaux publics, un secteur considéré à tort ou à raison dans la conscience collective comme étant l'apanage des hommes. Ces doubles portraits concernent des femmes collaboratrices de la SOGEA Satom, portrait réalisé par Afrique Média Communication. Aussitôt après, vous pourrez suivre la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré de tous les jeudis, la une des journaux de Bonferré Télévision. Excellente réception chez vous et très bonne fin de semaine en compagnie des programmes de Bonferré Télévision. Bonsoir. J'ai rejoint le groupe SOGEA en novembre 2017 en tant que chef chantier sur le chantier d'échangeur Djori Amani. 2 ans après, j'étais promu au poste de conducteur travaux sur le chantier de l'escadrille Strabag en tant que conducteur travaux de 2019 à 2020. Après ça, j'étais conducteur travaux aussi dans l'escadrille sur le chantier de l'abri P24 en tant que conducteur travaux terrassement et chaussée. J'interviens sur beaucoup de chantiers en même temps. Maintenant, après ça, j'étais sur le chantier de Dosso Bella en tant que conducteur travaux terrassement et chaussée aussi. Déjà, c'est un métier que j'ai choisi, qu'on ne m'a pas imposé. J'essaie de tenir le coup. J'essaie de me battre avec les hommes pour avoir ma place. Et c'est pas facile de se faire respecter en tant que femme qui est leader des hommes. Il y a ceux qui acceptent, mais il y a ceux qui n'acceptent jamais. Je souhaite de faire carrière dans mon domaine, persévérer et continuer à persévérer parmi les hommes. À chaque fois, quand on dit c'est une femme ou bien 2 fois, même sur chantier, on dit ah, c'est le chantier de la dame. À chaque fois, j'essaie de relever le défi là pour qu'ils ne voient pas réellement c'est un chantier de la femme. Moi, je les encourage à venir. C'est vrai, c'est pas facile, mais avec un peu d'effort, ils peuvent le faire. Parce que oui, il faut carrément oublier qu'on est femme 2 fois. C'est vrai, c'est pas facile, mais bon, tout ce qu'on veut, on peut. Et ce que femme veut, Dieu veut. Être associé à Satom, déjà c'est une chance parce que il n'encourt pas les rues des entreprises aussi structurées qui offrent des challenges comme associé à Satom Niger. Et parce qu'on travaille, on est payé, tout ça c'est bien, mais il faut des challenges, il faut qu'on ait l'impression de faire partir de quelque chose, d'avoir des missions, donner des objectifs. La différence homme-femme n'est pas prononcée parce qu'on a les mêmes postes et les mêmes missions. Je veux dire qu'il y a autant d'ingénieurs qualité homme, ingénieurs qualité femme, conducteurs de travaux hommes, femmes et tout ça. On ne va pas laisser ce merveilleux domaine d'activité là qu'aux hommes. Il faut bien qu'il y ait des femmes et tout. Mais la conciliation, c'est un défi, mais c'est pas un défi inatteignable, c'est pas mission impossible. Bien sûr, il est question d'organisation et tout ça là. Mais c'est tout à fait faisable. La preuve, nous, on est là. Je souhaite à SOGEA Satom de régler tous les marchés futurs.
Retour de votre chronique, la une des journaux avec Moustapha Abdrahman Zongouma. Moustapha, bonsoir. Qu'est-ce qui fait la une des journaux cette semaine? Bonsoir Aminata, Yaya Mega. Cette semaine, c'est le rebondissement dans l'affaire Uranium Gate qui a été repris par la plupart de nos confrères avec comme centre d'intérêt Issoufou Mahamadou, l'ancien président de la République du Niger. Et sur le sujet, le journal Le Canard en furie estime que c'est un véritable coup de massue qui a été asséné par Africa Intelligence à l'ex-président Issoufou Mahamadou. Les révélations accablantes d'Africa Intelligence portent sur la sulfureuse affaire dite Uranium Gate, une transaction secrète de vente de 2500 tonnes d'uranium menée par Massaoudou Assoumi, directeur de cabinet du président Issoufou Mahamadou à l'époque des faits, et des grands patrons d'Areva devenus depuis Orano. L'article s'appuie sur une série d'enquêtes menées par des investigateurs américains et français sur l'affaire, lesquelles enquêtes ont pu établir le fait que l'ancien président Issoufou Mahamadou a perçu des rétrocommissions dans la transaction à travers un nom de code secret appelé T3. Il s'agit de deux versements, le premier chiffré à 2,3 millions de dollars US effectués sur un compte ouvert dans une banque à Dubaï sous le nom de code T3 et le second d'un montant de 800 000 € effectué toujours au profit du pseudonyme T3. Cette fois-ci dans une banque genevoise, selon l'enquête. Difficile de mettre en doute ces révélations à partir du moment où la transaction s'est bel et bien déroulée. Massaoudou Assoumi l'a reconnu d'ailleurs à l'époque en banalisant l'affaire, considérant même que les Nigériens devraient plutôt s'en réjouir parce que la transaction leur a permis de gagner un joli paquet d'argent sans rien faire. Ces nouvelles révélations sur l'affaire Uranium Gate sont un véritable coup de massue pour le récipiendaire du prix Mo Ibrahim, Issoufou Mahamadou, qui est d'ailleurs rentré le jeudi 4 mai dernier de Nairobi où il s'était rendu pour recevoir le prix Mo Ibrahim, sacrant les chefs d'État du continent qui ont excellé dans la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance dans leur pays. Ses partisans ont d'ailleurs voulu lui réserver un accueil triomphal en se mobilisant massivement à l'aéroport de Niamey, mais l'initiative n'a pas pu prospérer suite à une note du nouveau président du PNDS Taraya, Foumokoy Gado, qui a annulé la mobilisation. Malgré tout, le confrère nous apprend que des groupuscules de militants roses ont tenté vainement l'action de l'aéroport avant de se transporter à son domicile pour le congratuler et lui reconforter le moral suite au choc qu'il a dû avoir avec ces révélations gravissimes le concernant publiées par Africa Intelligence. La communauté internationale, qui présente Issoufou Mahamadou comme un vrai modèle de démocratie sur le continent, découvre enfin le vrai visage de l'homme, une personnalité trempée dans des affaires scabreuses, conclut le journal Le Canard en furie de cette semaine. Le quotidien privé, l'enquêteur, lui, attend de voir l'attitude que va adopter le président Bazoum Mohamed dans cette affaire. Un Bazoum qui se trouve dans une position assez délicate. Il est évident que ces accusations tombent au plus marbre pour Issoufou Mahamadou, écrit le journal L'Enquêteur d'hier mercredi. La structure de la société civile nigérienne M62 a d'ailleurs adressé une correspondance à la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la ALCIA, pour qu'elle mène des investigations en lien avec l'affaire Uranium Gate conformément à son mandat. La ALCIA va-t-elle fouiner dans l'affaire Uranium Gate? Le confrère s'interroge. En tout cas, Bazoum Mohamed, qui a érigé la lutte contre la corruption au rang des priorités phares de son mandat et qui ne rate aucune occasion pour réaffirmer sa détermination à tordre le cou aux mauvaises pratiques et dans une belle mauvaise position. Voilà le chef de l'État en face d'un dilemme cornélien. Va-t-il laisser les coudées franches à la ALCIA pour qu'elle accède à la requête du M62? Va-t-il donner un coup de frein à l'affaire? Dans le premier cas, Bazoum Mohamed pourrait s'offrir l'opportunité de renforcer sa crédibilité au sein de l'opinion nationale. Par la même occasion, il pourrait s'extraire de l'ombre écrasante de son prédécesseur que d'autres ne cessent de dénoncer. Par contre, dans le second cas, les Nigériens auront la preuve définitive que la justice est bel et bien sélective dans notre pays. Mais le journal conclut une chose est sûre, le choix revient au président de la République. Rebondissement de l'affaire Uranium Gate, la baraka de Omar Hamidou Tchana et de Hamma Amadou, c'est le titre qui barre la une du journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine. Nul besoin de revenir sur les contours du dossier qui sont connus de tous tellement il a été disséqué depuis cette révélation gravissime qui met au centre Issoufou Mahamadou à travers un
code dénommé T3, écrit le journal Le Monde aujourd'hui de cette semaine. C'est le seul fait nouveau dévoilé par l'article qui confirme qu'il y a eu une transaction louche de 2500 tonnes d'uranium qui a apporté de l'argent à notre pays et qui n'a pas pu être tracé à cette date. Les Nigériens savent désormais que le ministre Assoumi Massaoudou, à l'époque directeur de cabinet du président de la République, était en vérité en service commandé et que le principal bénéficiaire de l'opération n'est autre que l'ancien président Issoufou Mahamadou. Si c'était un montage, comme l'a laissé croire l'ancien gouverneur Zakari Oumarou pour ternir l'image de l'ex-président de la République, il est certain que le bureau exécutif national du parti Rose allait monter au créneau pour menacer les médias et les activistes des réseaux sociaux de poursuites judiciaires. Il n'en est rien jusqu'ici. Remontant à 2011, les miniers ont soigneusement écarté les deux personnalités en charge du secteur des industries extractives, à savoir le ministre des Mines, Ladan Chana, et le directeur de la Sopamine, M. Hamma Hamadou, du dossier. Les signatures apposées au bas de certains documents de la transaction sont celles du ministre directeur de cabinet Assoumi Massaoudou. Il est difficile donc aujourd'hui d'impliquer l'ex-DG de la Sopamine, Hamma Hamadou, dans le dossier, tout comme il aurait difficile d'impliquer Omar Hamidou Chana, dit Ladan, dans l'affaire. Pour sûr, si ces deux-là ont eu à poser un quelconque acte dans la combine, ils seraient aujourd'hui présentés comme étant les principaux responsables dans cette corruption à grande échelle qui montre comment l'État est dirigé et dévoile le vrai visage des animateurs du régime de la Renaissance, se servir en priorité au lieu de servir l'État. Le journal Niger Inter Hebdo nous rapporte les résultats de l'opération coup de poing de Locretis et c'est sous le titre « La récréation est terminée ». La police nationale vient de siffler la fin de la récréation quant à l'abus et la consommation de drogue dans la ville de Niamey et ses environs, écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. Le confrère qui nous apprend qu'une opération coup de poing dénommée Opération Stupéfiant a été menée dans la ville de Niamey par l'octrice. Un total de 220 éléments des forces de défense et de sécurité, FDS, tout corps confondu, à bord de 21 véhicules ont été mobilisés pour mettre hors d'état de nuire les dealers, complices et consommateurs de drogue dans la ville de Niamey. L'opération a permis l'interpellation de 86 personnes, dont 5 filles, les saisies de 400 comprimés de tramadol, plus de 40 grammes de cannabis, plusieurs appareils chicha, des papiers Riesler, 4 motos et 3 véhicules. Dans le contexte de terrorisme ambiant, la police nationale est déterminée à en découdre avec les trafiquants de tout acabit et demande la collaboration citoyenne pour préserver notre jeunesse et stopper le financement du terrorisme par ce canal. Et puis Aminata, avant de nous quitter, ce titre du journal Le Sahel, le journal gouvernemental paru hier mercredi, et nous apprend la tenue autour du président de la République Bazoum Mohamed de la réunion du Conseil national de sécurité CNS en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement concernés par les questions sécuritaires et des hauts responsables des forces de défense et de sécurité FDS. Le journal le rappelle que le Conseil national de sécurité est un organe constitutionnel. Il est chargé de donner des avis au président de la République sur des questions relatives à la sécurité, à la défense de la nation, à la politique étrangère et toutes autres questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. Moustapha Zangoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.